Donc je viens de Bruxelles aujourd'hui. Ça fait 22 ans que je vis à Bruxelles. Je suis originaire du Liban et il y a quelques ataxies de Friedreich au Liban. J'ai fait un doctorat à Bruxelles avec Massimo Pandolfo. Peut-être certains le connaissent. Il a participé à la découverte du gène de la frataxine il y a de longues années. Et après mon doctorat, je suis restée dans la recherche sur l'ataxie de Friedreich. J'ai participé à monter le projet EFACTS, dont Alexandra va parler. Et depuis 2 ans, j'ai rejoint l'équipe FARA, qui est basée aux États-Unis, qui finance la recherche, mais qui facilite l'avancée de la recherche, pas seulement en la finançant, mais en créant des réseaux et des collaborations. Et je travaille un peu pour l'aspect international et global, puisque FARA ne finance pas seulement aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde. Nous avons aimé développer l'activité, créer des collaborations, être plus présents dans les agences régulatrices du médicament, dans les industries qui sont basées à l'extérieur des États-Unis pour les intéresser aussi, pour qu'elles s'intéressent plutôt à l'ataxie de Friedreich. Et voilà, c'est ce que je fais un peu tous les jours. Et j'ai connu la FAF quand j'étais jeune chercheuse, donc j'ai animé des petits ateliers de recherche. J'ai expliqué c'était quoi la frataxine, le gène, à de nouvelles familles qui ne savaient pas grand-chose. Et j'essaie de continuer de venir à Nouan quand je peux. Voilà. Je m'appelle Alexandra Dur, je suis professeure de neurogénétique à La Salpêtrière. Je suis responsable du centre de référence neurogénétique qui a commencé avec l'ataxie de Friedreich, je dois le dire. Donc, je veux faire un point sur les essais et je vous préviens, les diapos c'était préparé par Elodie Petit, que certains connaissent entre vous, qui est l'assistante de recherche clinique, la chef de projet des essais qui se passent à l'Institut du cerveau, qui est dans la Salpêtrière à Paris et que vous avez peut-être certains d'entre vous visité. Allez-y, on y va. Donc, je vais vous parler, c'est petit, mais ça va, vous allez comprendre, c'est juste pour vous dire de quoi on va parler. D'abord, je vais vous parler de MUFA, qui est un essai avec la vatiquinone, qui est un essai international, dont la France fait partie, heureusement, un tout petit peu, en tout cas. Je vais vous parler de EFACT, avec Myriam, là, du coup, parce que ça date un peu et on a pu remettre ce réseau un peu au centre, heureusement, grâce à vous d'ailleurs, vous nous avez bien aidés. Je vais vous parler un tout petit peu, s'il y a des questions, mais autrement on le saute, du fer, du traitement des anémies éventuelles dans l'ataxie de Friedreich. Je vais vous parler de OMA, le traitement qui a eu l'autorisation de la mise sur le marché par le FDA et qui va, j'espère, arriver en France. Et on a tout fait depuis 1 an déjà, ça fait déjà un petit moment qu'on y travaille, mais on va vous mettre un petit point avec Myriam encore sur cette interaction avec l'industrie pharmaceutique qui n'est pas toujours aisée. Et puis les questions, mais tout au long, hein. Elodie les a mis là, mais tout au long. Donc qu'est-ce que c'est MUFA? C'est une étude randomisée, vous savez ce que ça veut dire ou pas? Une étude thérapeutique et généralement contre un bras, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire la moitié des patients ou un peu moins, qui sont sous placebo, contre les autres qui sont sous traitement. Placebo, c'est bon? Prends ton micro. Vas-y, explique le placebo, toi. Non, mais elle m'interrompt tout le temps alors qu'elle parle au moins là. Placebo, c'est bon pour tout le monde? Oui, bon, c'est bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de molécules dedans, mais vous ne le savez pas. Et les médecins ne le savent pas. Et je vais vous montrer pourquoi c'est important, parce que l'effet placebo marche sur tout le monde. C'est-à-dire, si on me dit, je vais vous donner un médicament, Alexandra, et vous allez devenir vachement sympa et très très bien, et ben ça va marcher un peu. Même si c'est du sucre ou je ne sais pas quoi. Donc, ça marche sur tout le monde. C'est pour ça qu'on a besoin de ce bras parallèle, en double aveugle, et randomisé, ça veut dire que c'est une machine qui va choisir la personne qui va être dans l'un bras ou dans l'autre. Et cette randomisation peut être faite avec des critères bien précis, c'est-à-dire l'âge, le sexe, le stade de la maladie et autres choses, qui sont importants parce qu'autrement, on ne va pas pouvoir interpréter le résultat de l'essai après.
Donc, contrôlé par placebo, c'est vraiment comme ça qu'on le dit, c'est-à-dire que le placebo va contrôler l'effet du médicament parce qu'il va nous dire ce que ça fait la maladie toute seule pendant, enfin, ce que fait la maladie toute seule pendant 1 an et ce que le médicament fait mieux ou moins bien. C'est ça l'effet contrôlé par le placebo. C'est pour ça les gens qui prennent du placebo, pour nous, c'est très important. C'est comme des frères ou des sœurs qui viennent me voir et qui sont des témoins dans mes études. C'est très important pour moi aussi parce que je sais ce qui se passe dans la vie de tous les jours chez des frères et sœurs de l'ataxie de Friedreich et ce qui se passe dans l'ataxie de Friedreich. Donc des contrôles et des placebos dans les essais, c'est aussi important que les autres qui prennent le médicament. Parce que dans un essai, tout le monde travaille pour tout le monde. Enfin, ceux-là travaillent pour tout le monde. Parce que si ça marche, vous allez le voir avec le traitement qui aura l'autorisation, eh ben, c'est un petit nombre de patients qui ont travaillé pour tout le monde. Et c'est une extension en ouvert, donc ça suit, c'est-à-dire que d'abord, c'est une partie est randomisée, contrôlée contre placebo, et après, il y a une partie avec extension en ouvert, c'est-à-dire tout le monde a le traitement et tout le monde le sait. Parce qu'en double aveugle, oui, je ne l'ai pas dit, je vois ce qu'elle me regarde, en double aveugle, ça veut dire que moi non plus, je ne sais pas qui a le traitement. C'est-à-dire ni le patient ou la personne qui prend le placebo, ni moi, comme investigatrice principale de l'essai, sait qui a quoi. C'est que la machine qui sait qui l'a mis à droite ou à gauche sur le tableur Excel, si je peux dire. OK ? Et là, après, on rajoute toujours une phrase, dans la phrase, à qu'est-ce que ça sert ? On évalue l'efficacité et la sécurité de l'emploi du médicament. Et cette fois-ci, dans MOFA, c'est la vatiquinone. Alors, pourquoi c'est important de dire à quoi vise l'essai ? Parce qu'il y a plusieurs stades de l'essai. Il y a la phase 1, qui est la phase vraiment, c'est la première chez l'homme, c'est pas ça. C'est-à-dire, on ne sait pas si le médicament, chez l'homme, ça va fonctionner, etc. Donc ça, c'est vraiment les premiers stades. Pas beaucoup de centres font des phases 1, parce que souvent, c'est l'industrie qui fait ça tout seul. Après, il y a les phases 2, et ça, on est une comme ça, c'est-à-dire qu'on essaye d'évaluer un peu l'efficacité, mais surtout la sécurité d'emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'effets secondaires, que les gens le supportent bien, que tout ça, et qu'on pourrait l'essayer chez tout le monde, qui est finalement la phase 3, où on randomise peut-être, mais plus on prend tout le monde pour l'essai, pour voir si la molécule marche aussi chez tout le monde. Et souvent, il y a des médicaments qui sont bien en phase 2, qui donnent un bon effet, et puis en phase 3, ils ne marchent plus. Parce que ça concernera tout le monde. Donc ici, traitement vatiquinone, prochaine diapo. C'est une phase qui est un peu entre les deux, vous voyez, tout de suite. On est toujours très inventifs, nous. Phase 2-3, c'est-à-dire c'est l'efficacité et la sûreté, mais on passe déjà chez presque tout le monde pour voir si l'objectif principal, c'est de voir si la vatiquinone a quand même un effet vraiment sur l'évolution de la maladie. Comment elle marche, la vatiquinone ? Eh bien, elle marche parce que, comme vous savez, la frataxine, elle est diminuée à cause des mutations sur les 2 allèles. Les mitochondries sont très perturbées en raison de cette diminution de la frataxine. Et donc, ça fait un stress oxydatif et une inflammation. Et ce médicament, un peu comme celui qui a eu l'autorisation de mise sur le marché, l'OMA, il va activer là, cette fois-ci, une enzyme qui régule ces voies de signalisation pour contrôler cette neuroinflammation et le stress oxydatif. Donc, ce n'est pas une molécule qui va vers la cause de la maladie pour remonter la frataxine, mais il va agir sur une conséquence du manque de la frataxine qui arrive en bas dans ce qui se passe dans la cellule. Downstream, je voulais dire, mais je n'arrive pas à trouver le mot. Mais en tout cas, c'est une conséquence de la perte de la frataxine qui est traitée. Ce n'est pas la perte de la frataxine en direct. Nous, notre but depuis très longtemps, c'est de corriger le taux de la frataxine. D'accord ? Il y a eu des essais de thérapie génique qui a monté le taux de frataxine avec la thérapie génique pour monter, que ça a trop monté la frataxine, c'était toxique, donc les gens ont pu arrêter. Donc,
la frataxine, ça se régule d'une façon très, très précisément, et apparemment on n'arrive pas tout à fait à le faire encore. Mais ça, c'est le but final. Là, on a un traitement qui agit sur une conséquence du manque de la frataxine. D'accord ? Ok, la prochaine. Donc, où on en est ? Alors, c'est en cours. Je n'ai pas les résultats parce qu'il y a des enfants et des adultes qui prennent toujours les gélules. On participe. Il y a eu donc la sélection des patients. Il y a eu la phase contrôlée par placebo qui dure 72 semaines. C'est combien ça ? Un an, c'est 54 ? Un an et demi ? Non. Oui, un an et demi. Il y a la phase d'extension en ouvert, c'est-à-dire 24 semaines, c'est-à-dire là, tout le monde a le médicament, et puis un suivi. D'accord ? La vatiquinone, il faut prendre 3 fois par jour. Voilà. Les critères étaient qu'il fallait être âgé plus de 7 ans. On utilise une échelle qui s'appelle la mFARS, etc. Il y a eu des inclusions de 146 participants sur 14 centres et 11 dans notre centre. Donc, on est arrivé après le début de l'étude qui s'est faite aux États-Unis. Et finalement, ils nous ont laissé inclure 11. Et ils m'ont arrêté d'ailleurs. Stop, parce que j'en avais bien plus à pouvoir inclure. Mais ils nous ont arrêté à 11. Il y a pas mal de visites. Et ceux qui sont dans l'essai viennent à l'ICM vraiment très souvent. On fait des examens cliniques, cardiologiques, des tests d'orthophonie. On fait beaucoup de choses. La prochaine. Donc pour le moment, on va être, parce que là, nous, on a fini le double aveugle, on va être en phase d'extension là, parce que la dernière visite est en septembre 2023 et elle va être après dès juin, puisqu'il n'y a pas tout le monde finit en même temps ces 72 semaines de traitement. Donc, ça commence enfin voilà, c'est la dernière visite des 72, c'est en septembre 23 et l'extension commence en juin. Ok ? Pour ces 11 et après on va savoir. Est-ce que 2 ans ? 24 semaines. Il y a écrit 2 ans parce que le temps que tout le monde arrive à faire ces 24 semaines, les 146 au monde. D'accord ? Il faut que tout le monde puisse le faire. Donc, on peut espérer des résultats quand ? Je ne peux pas te dire, parce que tu sais, j'aimerais bien savoir. Mais on va déjà avoir une première analyse sur ceux qui ont fini là, parce que là, c'est les derniers en septembre 23, et on va commencer à faire les analyses là, avant l'extension. Donc, les premières analyses vont pouvoir être faites après le data lock. Donc, dernier patient, septembre 23. Data lock, ça dépend comment sont les datas, mais s'ils sont assez propres, on va les avoir en 2000. La compagnie espère avoir les résultats en 2023. Oui, mais bon, il faut locker la base en septembre. Il faut la rendre propre pour faire les analyses, disons, en octobre. Oui, c'est possible avant décembre, oui, 2023. Ouais, vous avez constaté des progrès? Sur les 11 enfants, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. C'est pas un effet mouse, comme dirait l'autre. Mais bon, il y a peut-être un effet quand même sur la durée. Et je vais vous montrer dans l'essai qui a fait que OMAV est allé loin jusqu'à l'autorisation, parce que c'est aussi un effet qui n'est pas un mouse, mais qui se maintient. Donc c'est ça qui compte parfois. Donc là, je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. Entre la toute première personne qui est rentrée dans l'essai Oui. et la toute dernière qui aura fini, c'est-à-dire entre le tout début et la fin, combien de temps il sera passé?
avant la publication des résultats? Finalement, combien de temps aura duré l'étude? Bah, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, si tu veux bien revenir à une diapositive avant, eux, ils ont commencé bien avant nous. Et alors, ils ont commencé au moins, je dirais, au moins 1 an et demi, bien avant nous. Mais ça dépend la vitesse d'inclusion, en fait. Si on veut inclure 100 patients, admettons, 100 patients, pour les inclure, il faut inclure X par semaine pour inclure en 6 mois. Personne n'inclut en 6 mois. Normalement, la durée d'inclusion est de 1 an, parfois de 2 ans. Inclure, ça veut dire en gros, il faut trouver les patients qui correspondent aux critères et il faut les amener en consultation, etc. Ils n'ont pas de contre-indication, parce que parfois, ça nous est arrivé de prendre quelqu'un qui est rentré là et puis qui avait un problème hépatique, ne pouvait pas rentrer. Donc, ça met du temps. Nous, on a inclus très vite parce qu'ils étaient prêts, on savait que notre centre allait ouvrir et j'avais la possibilité à l'Institut du cerveau de mettre 2 patients par semaine. Parce que ça dépend aussi le centre d'investigation clinique qui prend les patients. Parfois, elles disent on peut en prendre 1 par mois. Donc, ça peut mettre très longtemps. Donc, c'est une bonne question. C'est-à-dire que quand on dit on fait un essai pendant 1 an, ça veut dire en fait, c'est 3 ans parce qu'il faut inclure pendant 1 an, faire l'essai pendant 1 an, faire l'analyse. Donc, c'est toujours plus long qu'on aimerait. Et si les médecins qui vous suivent ou quand on vous sollicite pour dire est-ce que vous voulez participer et tout ça, il ne faut pas que les réponses, ça dure trop longtemps, quoi. Il faut que ça s'enchaîne plutôt bien. Nous, on a de la chance parce qu'Élodie Petit est assez truc. On avait déjà préparé les enfants, on savait avec Trousseau qui on prenait, on était prêts. Et là, on a inclus, très vite, en 1 mois, nous, les 11. Mais voilà. Après, ça peut être plus long ailleurs parce que c'est plus compliqué, parce que les gens doivent voyager. Moi, j'ai une question que j'entends souvent et que je comprends, mais on viendra là-dessus tout à l'heure. C'est qu'à chaque fois qu'on fait un essai clinique, on prend des gens qui marchent. Oui. Et Dieu sait s'il y a énormément de gens peut-être qui ne savent plus marcher, mais qui font beaucoup de choses. Donc la question qui arrive toujours, c'est pourquoi on ne nous prend pas, de 1, et de 2, surtout, est-ce que nous, après, on aura accès à la molécule? Donc ça viendra, vous en parlerez tout à l'heure, peut-être. Alors, c'est ce que j'ai dit sur la phase 1, 2, 3. Dans la phase 2, on prend ce qui marche pour que notre essai supportera moins de patients, c'est-à-dire qu'on pourra faire l'analyse avec moins de patients, parce que, comme vous avez bien posé la question, tout est dans la durée. Si une phase 2 qui n'est pas conclusive ou qui est négative va durer 5 ans, c'est pas possible, quoi. Donc une phase 2, il faut qu'elle dure 2 ans, peut-être 3, mais pas plus. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un nombre de patients à inclure qui est petit. Si on inclut un nombre de patients petits, c'est qu'on les a choisis parce qu'ils évoluent sur une échelle qu'on utilise dans cet essai-là, par exemple, assez vite pour pouvoir voir un effet ou pas. Et si, malheureusement, après un certain temps, il est plus difficile d'avoir une échelle pour savoir si la maladie évolue ou pas. Donc, c'est que pour la phase 2. Après, pour la phase 3, normalement, on devrait prendre tout le monde. Ce qui n'est pas le cas dans les maladies rares, parce qu'encore une fois, on essaie de faire plus vite avec moins de monde. Si vous faites dans la maladie d'Alzheimer, vous pouvez prendre 1000 personnes, mais nous, non. Et ça ira plus vite. Et au même stade de la maladie. Merci. J'avais une question à propos justement de méthode. Vous pouvez expliquer ce que c'est en quelques mots le mFARS et le 20 à 70, à quoi ça correspond? Oui, alors l'échelle c'est sur 100. Donc vous voyez, le 100 c'est le pire de ce qu'on peut avoir dans une échelle, c'est-à-dire on ne peut plus marcher, plus être assis sans aide, donc c'est le pire. 0 c'est... Moi je ne serais pas 0 parce qu'à mon âge je tiens moins bien. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Et entre 20 et 70, vous imaginez à peu près. Oui, enfin, c'est beaucoup. Je croyais que c'était sur 100, effectivement, mais entre 20 et 110, il y a une grande différence. Justement, ils ne voulaient pas se limiter. Et quand vous déterminez le nombre
de patients à inclure dans une étude, vous vous basez sur ce que vous avez fait dans une histoire naturelle sur cette échelle-là. Et là, il a été calculé que sur le 20 à 17, on peut avoir un effet avec 146 participants. C'est ça qu'on a calculé en fait. Si on avait une échelle plus fine, par exemple, on dirait, si on prend par exemple je sais pas, une échelle, je prends le CCFS, une échelle qui fait par exemple, qui est automatisée, qui n'est pas dépendante de l'examinateur ni de la fatigue de la personne parce que c'est plus court. Peut-être sur cette échelle-là, on aurait besoin d'inclure 80 et ça irait plus vite. Moi, j'ai fait un essai, je vous le dis juste pour que vous compreniez bien, j'ai fait un essai dans une autre ataxie qui s'appelle SCA2, j'ai pu le faire avec 45 sur un an. Parce que j'avais une échelle, la Sarah, j'ai choisi ce que je voulais exactement, et du coup, je pouvais le faire avec 45. Ça va plus vite, ça n'a pas mis 3 ans. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait, oui. Enfin, c'est une question qui est juste derrière, si je peux me permettre d'en poser une deuxième. Bien sûr. La reproductibilité de ce test qui me pose souci. Enfin, Alors, toute échelle clinique, il faut que vous compreniez, je ne suis pas à la bonne ligne, c'est ça, vous ne voulez pas que j'apprenne. Toute échelle clinique est sujette à varier, pas seulement par le clinicien. Moi, par exemple, si j'examine Myriam, elle va peut-être être moins bien ce matin parce qu'elle a conduit je ne sais pas combien de temps, ou si je la prends demain matin, ou elle aura un bon repas, et voilà. Donc, j'aurai peut-être pas exactement la même, mais ce n'est pas parce que moi je suis nulle, mais c'est parce que ça varie un peu. Mais aussi, parfois, parce que les médecins ont moins l'habitude des échelles. C'est pour ça qu'on prend des gens qui sont formés. Parce que pour utiliser une échelle dans l'ataxie de Friedreich, 1, il faut connaître l'ataxie de Friedreich, et 2, il faut connaître l'échelle. C'est-à-dire un médecin traitant ou un neurologue qui fait du Parkinson, il ne connaîtra pas l'échelle ni la maladie. Donc ça varie toujours un peu cette échelle, ce n'est pas formidable. Quand vous regardez, il y a eu, j'ai pas pris le, mais dans les histoires naturelles, toi tu montres rien pour EFACT, ce qu'on a montré dans EFACT, dans Sarah. Quand vous regardez la progression sur plusieurs années, vous n'avez pas une linéarité de l'échelle. On ne peut pas dire tous les gens enfin les personnes atteintes d'une ataxie de Friedreich perdent X points par an sur une échelle. Non. Il y a des gens qui vont être comme ça, ils vont perdre beaucoup au début, pour une raison, voilà, parce qu'ils se fatiguent, ils ne font pas assez de sport, ils ne font pas de kiné. Après, ils vont faire de la kiné, ils vont être stables. Puis, ils vont perdre un peu, puis être stables. Donc, si vous les prenez, par exemple, dans l'essai, dans la stabilité, ça va fausser complètement ce que vous faites là. Donc, pour éviter ces variations, on essaye de prendre la partie des patients qui vont assez linéaires, dans l'évolution est assez linéaire, pour montrer qu'avec le traitement, on arrête cette linéarité. Mais si cette linéarité bouge comme ça, vous n'allez rien voir, même si votre médicament marche peut-être un peu. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est la M-Farce? C'est la Sarah? Attends, on va essayer. On va vous montrer comment une échelle évolue. C'est la Sarah, mais c'est un peu le même principe. La Sarah, elle est sur 40, la M-Farce, elle est sur 100. Mais la Sarah, elle est plus simple. Donc, mais c'était juste, elle a raison, Myriam, c'est une bonne idée. On va vous montrer comment ça... C'est celle-là. C'est un peu petit, peut-être, non? C'est un peu technique? C'est trop technique? C'est important parce que ça vous ennuie, je le vois bien en consultation, quand je vous fais l'échelle. Mais non, c'est important que je vous la fasse, cette échelle. Et il faut la faire bien. Vous voyez, il faut la faire bien, même si je vous dis, allez un peu plus vite. Et vous me dites, mais je ne peux pas faire plus vite. Mais si, il faut faire plus vite. Donc, je sais que ça vous ennuie, mais il faut que je la fasse pour savoir comment ça évolue normalement. Parce que quand je vais le faire dans un essai thérapeutique, il faut que je vois si c'est mieux ou pas. Vous voyez? C'est pour ça qu'on fait ces échelles-là. Moi, j'aimerais bien avoir un truc. J'ai fait plein d'études là actuellement sur les biomarqueurs. Je fais ça avec Giulia Acquarelli, qui est ma
qui est la neurologue qui travaille avec moi, et on essaie de trouver des trucs plus fins. Vous voyez? Et par exemple, Stéphanie Borel, qui est là et qui va parler tout à l'heure, elle a montré qu'un test... Tu veux peut-être le dire, viens. Je vais dire ça vite fait. Donc, vous voyez ici, ça, c'est l'échelle Sarah. Elle va jusqu'à 40. Donc, ça, c'est le pire, ça, c'est le mieux. Vous voyez que l'évolution sur 5, 10, 15, 20 ans, vous ne faites pas un essai sur 20 ans. Hein. Vous faites un essai sur 1 an. Vous avez envie d'avoir quelque chose qui est linéaire dans le temps pour pouvoir reproduire ou améliorer les choses avec un traitement, parce qu'un traitement, ça serait une ligne comme ça. Elle cassera un traitement qui fonctionne, elle cassera l'aggravation sur Sarah en faisant ça. Mais vous voyez, quand les gens sont après 20 ans d'évolution de la maladie, quand ils sont assez hauts, vers 30 de Sarah, ils bougent moins. Donc vous devez, dans un essai, si vous incluez ces personnes-là en fauteuil à 30, avec une Sarah à 30, vous devez inclure le double des patients. C'est clair. Est-ce que ça vous convient? Merci. Oui, bonjour tout le monde. Oui, parce que je ne comptais pas le présenter tout à l'heure, donc c'est bien que tu me donnes Oui. la parole. Oui, il faut que je me présente? Oui, présente-toi. Stéphanie Borel, je suis orthophoniste de formation initiale et maître de conférence à l'école d'orthophonie de Paris. Et pour la recherche, je suis dans le laboratoire d'Alexandra Dio. Et donc, on avait mené une étude grâce à la FAF il y a quelques années maintenant qui s'appelait ORFA et qui avait pour objectif justement de regarder si dans la parole, il y avait des biomarqueurs qui pouvaient montrer une aggravation sur 1 an seulement, donc sur une période assez courte, qui seraient des biomarqueurs pertinents pour ensuite montrer l'efficacité d'un traitement. Et donc on a fait toute une batterie de tests, peut-être que des personnes parmi vous avaient participé à l'étude. C'était très large, il y avait beaucoup de tests. Et finalement, c'est le test le plus simple de mobilité des articulateurs. On demande de tirer la langue, gonfler les joues, etc. Un test qui se fait passer en 5 minutes, qui a été le plus pertinent et qui est conservé maintenant dans d'autres études, notamment l'étude de Julia dont parlait Alexandra. Donc voilà, c'est comme ça qu'on cherche aussi des marqueurs qui soient rapides, simples, efficaces, sensibles, pour pouvoir montrer dans un second temps l'efficacité des traitements. Et toujours pour répondre à la question, toujours pour inclure moins de patients en moins de temps, pour faire plus vite, pour finir les phases 2, pour aller sur des médicaments que tout le monde puisse prendre. C'est ça l'idée. Et moi, j'insiste aussi sur le fait que parfois, il y a des chercheurs qui vous parlent de soutenir, avec votre argent, de soutenir la recherche de biomarqueurs. Et parfois, on dit, bah oui, d'accord, mais ce n'est pas le médicament. Mais on a besoin de ça le jour où on aura des bons biomarqueurs. À 1 mois d'essai clinique ou je ne sais pas quoi, on va regarder ça, que ce soit dans le sang ou dans les urines, ça c'est aussi un de vos travaux. Et de dire, ah oui, là, ça marche. On a une preuve, ça marche. On continue. Sinon, on arrête. On arrête, on part sur autre chose. On garde l'argent, on garde les patients, on va sur autre chose. Donc, donner de l'argent pour trouver des biomarqueurs et participer même parfois à trouver ces outils, c'est capital si on veut aller plus vite pour trouver le médicament. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Sur Moufa ou sur... Oui? Ah, Jean-Michel. Alors, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, chaque cas est individuel, donc est particulier donc, dans l'évolution. Donc c'est d'autant plus difficile, je pense, d'évaluer des biomarqueurs précis pour chaque individu. Mais les gens qui côtoient les patients atteints d'ataxie de Friedreich, je pense que nous, on aurait une définition peut-être assez pointue pour chaque cas. Et peut-être qu'on pourrait également... participer à l'estimation des biomarqueurs pour un individu, puisque chaque cas est particulier. Alors vous avez raison, parce que dans la FDA, enfin tous ceux qui vont donner finalement un accès à un médicament, ils souhaitent qu'il y a des échelles fonctionnelles, c'est-à-dire que par celui qui s'occupe du malade, mais par le malade lui-même, bien sûr, évidemment d'abord, qui dit « Ah non, qu'est-ce qui me gêne le plus? La dysarthrie. » Donc, il dit subjectivement ce qui est le pire. Et subjectivement aussi, c'est lui qui s'occupe,
ou qui est avec, qui dit aussi ce qu'il pense qui le gêne le plus. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant que ce n'est pas la même chose entre les deux, hein, mais en attendant. Hein. Ce qu'ils disent, soit le conjoint ou le partenaire et le malade. Mais c'est très subjectif et ça varie aussi beaucoup. On s'est rendu compte, si on faisait un essai que sur ces échelles-là, on devrait mettre 1000 patients. Donc, parce que c'est encore plus subjectif qu'un examen neurologique à des patients qui sont certes un peu différents, mais qui ont quand même une même maladie, quand même, au fond. Et une ataxie dont je sais à peu près comment elle évolue. Donc, je peux quand même si ça varie, et je suis d'accord, mais c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui. Et si on trouve des biomarqueurs un peu plus trucs qui pourront nous faire réduire les malades encore plus pour qu'on aille plus vite, ça m'arrangerait. Mais le fonctionnel est très important, mais encore plus subjectif, normal. Hein. C'est comme ça. À moi? Ah oui. Là, OK pour les essais, pour cet essai-là. Alors, on va vous parler avec Myriam du consortium européen. On vous en a déjà parlé, mais on reprend un peu les choses qui sont justement pour les études translationnelles. Je vais lui filer. Dans l'ataxie de Friedreich. Alors, c'est bien parce que pour presque toutes les ataxies ou les maladies rares, il y a des consortiums européens, parfois internationaux. J'ai commencé avec le SPATAC, ce que vous connaissez un peu, qui était un réseau qu'on a créé en 2000, où on avait mis tous les ataxies et les paraparésies spastiques ensemble. Là, c'est vraiment que l'ataxie de Friedreich. Et l'idée était, en 2011, de faire vraiment l'histoire naturelle de la maladie pour être prêt pour les essais thérapeutiques à venir. Et ça a commencé en 2011. Et il y a eu jusqu'en décembre 2020. Et nous, on était arrêtés pour un problème administratif. C'est l'INSERM qui a... Hein, on ne pouvait plus inclure les patients à ce moment-là. Et là, si je peux avoir la prochaine diapositive. Philippe? Non? Avant? C'était trop rapide, là. C'est pas ça dont je veux parler, il faut reculer. Il faut reculer. Il faut encore reculer. On ne peut pas? Bon, c'est pas grave, mets ta présentation. En tout cas, grâce à vous, et je voulais vous remercier parce que la FAF a fait pression pour qu'on puisse retourner dans le réseau européen, puisque tout à coup, les Français n'étaient plus dedans. C'était complètement débile. Et là, on est retourné dedans grâce à vous, et c'est bien. Donc, on repart là à nouveau avec le réseau, et donc Myriam va vous en parler plus. Vas-y, Myriam. Dans l'histoire... J'aime pas les micros. Dans la suite de l'idée que Alexandra vous a présentée sur EFACTS, sur le mot consortium, sur le mot histoire naturelle, Juliette m'a demandé d'expliquer un peu plus c'est quoi l'histoire naturelle, c'est comment évolue la maladie sur les années. Histoire à ce mot, naturel, comment sans intervention ça évolue. C'est vraiment une étude observationnelle pour comprendre comment évolue la maladie, juste pas en observant, mais en mesurant, pour pouvoir vraiment comparer. Donc après l'ère de EFACTS, et parallèlement à EFACTS, il y avait une étude similaire d'histoire naturelle sur l'ataxie de Friedreich aux États-Unis et en Australie. Et mi-2022, les cliniciens, les chercheurs et FARA se sont mis d'accord de lancer un réseau global de cette histoire naturelle, donc un peu synchroniser, harmoniser EFACTS avec l'alter-ego américain FACOMS, et ça s'appelle désormais FAGCC pour le consortium clinique global de l'ataxie de Friedreich. Vous avez la liste des pays repris dessus, donc pratiquement il y a tous les pays de EFACTS, plus les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Inde. Et on espère toujours ajouter d'autres pays s'ils sont connus par une haute prévalence de l'ataxie de Friedreich et d'autres sites dans des pays dont la géographie nécessiterait idéalement plus qu'un site comme en France.
Suivante, s'il vous plaît. Pourquoi en fait cet effort? Donc, l'idée, c'est un peu unifier, harmoniser toute la communauté de l'ataxie de Friedreich pour avoir une meilleure compréhension comment évolue la maladie, mais aussi pour avoir une meilleure plateforme de données, avoir du poids quand on veut planifier des études cliniques, mais quand on veut faire valider des résultats et surtout quand on veut convaincre les agences qui régulent l'approbation des médicaments avec des données solides et globales. Donc pas seulement des États-Unis et pas seulement d'Europe. Donc pratiquement les cliniciens vont suivre les problèmes de santé et vont suivre les symptômes, tous les symptômes idéalement, comment ils vont progresser et quand est-ce qu'ils surviennent, parce que c'est différent d'un individu atteint de l'ataxie de Friedreich d'un autre. Une frère et une sœur atteints tous les deux de la maladie n'auront pas spécialement le même tableau clinique. Aussi, on veut comprendre en fait comment les symptômes évoluent une fois on a des nouveaux traitements qui sont approuvés, comment ça affecte à long terme. Donc après l'autorisation, quand la communauté Friedreich prend des médicaments globalement, comment ça affecte l'évolution de la maladie avec un médicament idéalement avec plus un jour. Suivante, s'il vous plaît. Optimiser et améliorer toutes ces mesures en fait qui résultent des essais cliniques aussi. Donc vous avez, Alexandra a très bien parlé de l'échelle SARA en Europe, de l'échelle MFARS aux États-Unis. On aimerait une meilleure échelle et une échelle unique. Une qui soit plus courte pour le clinicien et moins fatigante pour le patient, mais une que tous les cliniciens ataxiques de Friedreich utiliseraient. Comme ça, le résultat a plus de poids dans les résultats. On veut aussi soutenir les études sur tous les modificateurs génétiques et les biomarqueurs. Nous avons besoin de plus de biomarqueurs qui sont plus accessibles, plus mesurables et qui suivent la technologie aussi. Avec beaucoup de nouvelles technologies, on est capable de mesurer objectivement des biomarqueurs. Et ceci va raccourcir en fait le temps pour comprendre l'évolution et comprendre l'effet d'un médicament éventuel. Partager toutes ces données. Il y a beaucoup de soucis en Europe pour partager les données. Ça bloque, ça ralentit. On veut trouver en fait une base de données où tout le monde est conventionné à déposer ces données et les industries pharmaceutiques, mais aussi les associations de patients donnent leur avis. La meilleure façon en fait pour faire avancer la recherche, c'est plus de transparence et mettre tout dans une base de données unique pour encore convaincre les agences du médicament. Et finalement aussi créer un registre de patients où vous pouvez vous-même peut-être aussi entrer vos données, peut-être démographiques, avec des mesures simples, peut-être quelques tests qui ressembleraient à ce dont Stéphanie a parlé. Comme ça, on a aussi une autre mesure de la maladie qui est perçue par vous-même pour encore mieux planifier la recherche future. Maintenant, on repasse sur l'ordi d'Alexandra. On repasse sur les miens là. Ouais. Et pendant que Philippe reprend, si vous avez des questions sur ceci, n'hésitez pas. Pour les participants à EFAX, il n'y a rien qui va changer. Vous allez continuer à aller chez Alexandra, à la voir tous les ans. Il y aura peut-être des nouvelles mesures ou un peu moins. Vous allez continuer à jouer avec les doigts. Myriam, excusez-moi. Oui. Bonjour à tous. Excusez-moi pour mon mauvais français. Est-ce que nous avons un financement pour les GCC européens, un financement européen, comme nous avons pour les EFAX, ou nous avons des plans pour faire un essai pour les prochains projets européens sur les maladies rares? Très bonne question, Vassilis, merci. D'abord, une petite correction, EFAX n'est plus financé par l'Europe. Présentez-vous. Présentez-vous. Bonjour à tous, je suis Vassilis Karadzias, je suis ravi d'être entre vous. Je suis le président de l'association hellénique. Merci à Juliette, merci à... Grec. Ça veut dire grec. Je suis à Paris, à l'ambassade de Grèce les derniers mois. Je travaille avec Madeleine au sein de Euroataxia. C'est tout.
Merci. C'est super, merci d'être là. Merci. Euroataxia est important aussi parce que tout ça, comme tu dis, il faut pouvoir partager des données. Vous comprenez? C'est important que vos données soient mélangées avec tous les autres données des autres pays pour qu'on sache s'il y a des spécificités à l'un ou l'autre, pour avoir plus de recul sur l'évolution qui change quand même d'un patient à l'autre. Je pense que c'est important de pouvoir partager et la loi ne nous permet pas trop de le faire. Et ça, c'est grâce à... Le GDPR nous a bien planté. Merci Union européenne. Merci, Vassilis, pour le financement, en fait, donc FARA commence à financer les structures, Merci, la super. base de données. Nous avons une philanthropie en fait intéressée par la taxi de Friedreich qui va financer, mais le rôle des associations locales dans chaque pays sera aussi important, soit pour financer eux-mêmes peut-être ne fût-ce que certains trajets de patients pour aller faire leur visite annuelle ou plus. Et nous avons fait des enquêtes auprès des centres cliniques listés de leurs besoins, de comprendre leurs besoins de personnel, de finances, etc., ou de matériel. Et donc, pour le financement européen, malheureusement, ça devient de plus en plus compétitif. Comme l'histoire naturelle de la taxi de Friedreich a bénéficié sous le programme FP7 d'un financement, avec les nouveaux horizons de recherche, ce sera difficile, mais nous allons essayer. L'Europe va essayer auprès des institutions européennes, les États-Unis vont essayer auprès du NIH, mais on aura une sorte de poche commune et nous comptons vraiment sur les associations européennes individuelles pour participer, si pas à financer, à relever un peu plus l'opinion publique, essayer de trouver des financements nationaux, si pas de la poche de l'association. Oui, il y a des questions très fréquentes sur comment je peux intégrer le réseau IFAX, c'est-à-dire y aller en tant que patient. Et la question qui suit, c'est est-ce que si je vais là-dedans, je vais pouvoir faire partie plus facilement d'un essai clinique? Pour faire partie de EFACT, il faut venir à Paris pour être rentré dans EFACT dans les différents centres. Ou au Strasbourg, ou en général, je dis à Paris, au Strasbourg, ou Montpellier d'ailleurs aussi. Le centre de référence que je vais vous montrer tout à l'heure a un réseau en France et finalement, on pourrait faire que chaque centre puisse participer à EFACT, mais pour le moment, c'est plus facile de faire Strasbourg ou Paris. Est-ce que vous rentrez plus facilement? Non, je ne peux pas dire ça parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les critères d'inclusion pour un essai clinique dépendent beaucoup de ce qui est connu sur l'évolution des échelles dans le temps et ce que l'industrie pharmaceutique qui fait cet essai, sauf si c'est un essai académique fait par nous, comment ils souhaitent utiliser les échelles qui existent. Et s'ils ont un peu plus de courage pour être un peu moins frileux et pas prendre toujours des échelles où il faut inclure des centaines et des centaines de malades, parce que parfois on peut aussi le faire un peu plus rapidement avec moins de malades et on aura la réponse aussi. Mais bon, ça dépend de l'industrie pharmaceutique. Est-ce que ça répond à ta question? Donc, on va vous parler toutes les deux de omavoloxolone, qui est donc le traitement qui va probablement avoir, qui va avoir une autorisation de la mise sur le marché par la firme Reata. Mais on ne peut pas tout vous dire ce qui est en discussion actuellement parce que c'est un peu confidentiel par rapport à l'industrie Reata. Mais on peut vous dire que nous, ça fait longtemps qu'on discute avec eux. Toi, en tant que FARA, c'est ça? Et moi, en tant que investigateur principal sur la taxi de Friedreich et personnes connues, ils appellent ça des KOL, c'est des Key Opinion Leaders, c'est-à-dire les gens qui connaissent la maladie depuis longtemps, c'est normal, c'est l'âge. Et du coup, ils nous demandent de donner mon avis et tout ça sur des essais, sur quel pays, comment faire et tout ça. Donc on a eu plein de réunions depuis un petit moment déjà, mais je vais vous montrer pourquoi OMA, et je vais l'appeler OMA parce que moi j'ai du mal à Voloxolone, il y a trop de O là, mais OMA. Alors, allons-y sur OMA, qui va s'appeler, excusez-moi, je reviens, Sky Clarisse. C'est comme ça c'est son petit nom. Donc, encore une fois,
comment ça marche? C'est un peu pareil que la vatiquinone que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça ne marche pas directement sur le taux de la frataxine, mais ça marche sur un effecteur du fait que la frataxine est basse, parce que dans les mitochondries, il y a le NRF2 qui est bas, et donc ce médicament va augmenter le taux de NRF2 en essayant de contrebalancer le manque de frataxine et de NRF2 pour protéger les mitochondries. Ça te va comme explication? Bon. Donc c'est un activateur de NRF2 et ce n'est pas, encore une fois, un effet direct. Donc, encore une fois, on ne s'attend pas à un effet mouse, comme tout à l'heure, d'accord? Ça ne se dit plus maintenant, l'effet mouse, hein, c'est vieux. Mais on pourrait peut-être dire autre chose, un effet majeur. Bœuf. Est-ce que je peux avoir la prochaine? Donc là, vous allez retrouver, ça c'est très important que vous regardez bien avec moi ce diapositive. Il faut essayer de comprendre pourquoi les agences de réglementation et de l'approbation d'un médicament, la FDA aux États-Unis, a dit oui pour Skyclarys. Parce que c'est quand même pas énorme. Parce qu'ici, vous avez les changements sur l'échelle mFARS. Je vous rappelle, elle est sur 100. Et là, c'est -1, -2, -3 points. Ce n'est pas énorme, OK? Donc, il y a des 2 bras. Donc, maintenant, vous êtes au courant de tout. Donc, les 2 bras d'essai qui étaient randomisés, double aveugle en placebo, ils ont commencé à s'améliorer tous les 2. Et voilà l'effet placebo. Est-ce que vous le voyez là? Il y a un bras qui n'a pas eu le médicament, un bras qui a eu le médicament, et tout le monde s'est amélioré. Oui, voilà, c'est ce que dit Bertrand. Essai, Le fait d'être dans un essai psychologiquement, c'est vraiment bon. Et ensuite, c'est très stimulant. La troisième chose aussi, c'est qu'on est suivi beaucoup mieux. Dans la prise en charge, on voit beaucoup plus les médecins et paramédicaux. Et donc là, quelque part, ça en soi, ça a déjà un effet bénéfique. Absolument. C'est ça le placebo. C'est pas le placebo, c'est ça. Hein, ça marche, c'est rassurant. Je pense que c'est ça le mot, c'est rassurant. Donc tout le monde s'améliore. Et là commence le vrai essai. Et c'est pour ça qu'il doit être plus long que 4 semaines. Un essai de 4 semaines ne veut rien dire parce que l'effet placebo va toujours être comme l'autre. Donc là, on les a suivis 12, 18, 24, 36, 48 semaines. Et là, on voit que ceux qui prenaient le médicament restent mieux que ceux qui ne l'ont pas eu, donc le bras placebo. Donc, ils ne savaient pas qu'ils ne l'avaient pas. Le médecin ne sait pas qu'ils ne l'ont pas. Et pourtant, ils reviennent là un peu moins bien que quand ils ont commencé. Donc, vous voyez bien que là, il y a un effet modeste sur une échelle de 100, puisque vous avez posé la question tout à l'heure, de 2,41 points d'amélioration. Par contre, ce qui est attendu, c'est plus 2 à 7 points par an pour la mFARS. Donc, vous voyez que déjà, dans un essai thérapeutique, on ne fait pas la même chose que dans l'histoire naturelle. Parce que dans l'histoire naturelle, on dit plus 2, plus 7 sur une échelle de mFARS. Et là, c'est plus, même pas 1, dans un essai thérapeutique, dans le plat placebo. Et ça, j'ai essayé de travailler dans l'Institut du cerveau avec les psychiatres et les gens qui font du cognitif pour comprendre pourquoi l'effet placebo est aussi fort. Parce que quand même, parce que l'effet placebo nous oblige à mettre beaucoup de patients dans un essai. Parce que l'effet placebo marche sur tout le monde. Si on n'avait pas un effet placebo aussi fort, ce serait mieux. Mais on n'arrive pas à le faire. En tout cas, ça marche bien parce que même les personnes qui n'ont pas eu le médicament s'aggravent moins qu'attendu. Donc c'est déjà un effet positif. Et ceux qui ont le médicament, encore mieux. Et c'est pour ça que ce médicament a été mis sur le marché. Enfin, va être mis sur le marché. D'accord. Donc, il y a eu dans cet essai les États-Unis, l'Australie, l'Europe, avec l'Italie, l'Autriche et la Grande-Bretagne. Ne demandez pas pourquoi il n'y a pas la France. Pas du tout. Non, non, c'est une question de la boîte. Non, pas du tout. Pas du tout.
C'est une question de l'industrie pharmaceutique qui fait son marché. Ok, c'est terrible, parce que nous, il faut qu'on soit là toujours avec un drapeau. On est là, voilà, c'est ce que je fais en permanence. Allô, allô. Donc, la prochaine, Philippe. Donc, là... S'il vous plaît. Oui, pardon. Là, vous montrez les mesures. Oui. Placebo et traitement oui. sur 48 mois. Oui. Non, semaines. 48 semaines. Et à la fin, dans votre diapositive, c'était marqué qu'il y a eu des études complémentaires. Oui, en ouvert. Et dans les ouverts, en fait, on a vu les courbes dans les résultats qui ont été montrés par les Américains, que la courbe avec traitement ne restait pas si plate. Elle remontait et suivait côté un peu parallèle à la placebo. Oui. Et est-ce que vous le montrez? Parce que vous allez le montrer ou pas, non, ces évolutions? Si je peux interrompre, pas à la placebo, mais à une comparaison avec un l'histoire groupe d'histoire naturelle. Pardon, ouais. Voilà. Et c'est ce que Alexandra a bien expliqué, que les deux groupes placebo et histoire naturelle sont différents. Très différents. Mais il n'est pas... C'est bien de comparer à l'histoire naturelle, mais ce n'est pas suffisant en fait juste pour approuver le traitement. Pour approuver le traitement, le groupe placebo est nécessaire, mais après, pour plus de données, quand tout le monde prend le médicament, on a besoin d'un comparatif. Et c'est là que l'histoire naturelle a du poids, aussi dans le processus d'approbation ultérieure. Votre question était que est-ce que ça s'aggrave après malgré le traitement? Oui. Oui, est-ce que l'évolution est pas similaire avec ou sans traitement? Non. Hormis la phase de stabilisation pendant un temps. Oui, mais si vous gagnez sur plusieurs années quelques points, c'est mieux. C'est ce qu'on se dit. Mais, encore une fois, on peut imaginer le fait qu'on active NRF2, peut-être ça s'épuise. C'est possible aussi, hein? Non, mais on ne sait pas. Et on ne sait pas si c'est un effet qui va protéger la mitochondrie pendant longtemps ou est-ce que la maladie va prendre le dessus. Est-ce que le fait qu'il y a toujours moins de frataxine, est-ce que ça ne va pas aggraver trop par rapport à l'effet du médicament? C'est possible. Oui, mais même on ne sait pas. Peut-être il ne marchera pas à partir d'un certain moment. Mais ça, les agences ont décidé de ne pas attendre ça, de le mettre sur le marché avant. Mais les agences exigent, qu'il y ait un registre post-autorisation. Donc, quand les patients aux États-Unis vont commencer à prendre ce médicament, ils vont être suivis dans un registre. Ils vont faire des visites qui ressemblent encore aux visites d'histoire naturelle pour voir combien cet effet serait entretenu, mais aussi voir s'il y a d'autres effets secondaires de la prise à long terme du médicament qui pourraient apparaître. Et qui échappe au traitement? Parce que c'est ça qui est important. Parce que peut-être pas tout le monde réagit de la même façon, comme pour tous les médicaments. Donc, il est probable qu'il va avoir une approbation qui commence à être en cours, un accès précoce en France, si tout va bien, si cet effort est maintenu par EATA. On ne sait pas dans combien de pays ils vont et quels pays ils vont choisir. Donc, on pense jusqu'à maintenant qu'il sera disponible par un accès précoce probablement à la fin de l'année. On l'espère. Ce que nous avons beaucoup insisté quand j'y étais avec Juliette à cette réunion, c'est aussi qu'il faut, parce que pour le moment, le traitement est autorisé que pour les gens au-delà de 16 ans. Vous avez vu que l'étude que j'ai fait, MUFA, c'est des enfants de 17 à l'adolescence. Donc moi, je veux commencer plus tôt, moi. 7 ans, 7 à 17. J'ai dit 17. 7 à 17. En tout cas, moi, je veux commencer plus tôt, moi. Le plus tôt possible. Et si on pouvait, on devrait le faire, mais on ne peut pas. Donc, pour le moment, on discute surtout de faire une étude pédiatrique avec ce médicament pour voir que peut-être l'effet qu'on a observé là, il sera encore plus important. Peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il faudrait le faire. Donc, il y a une discussion qui est actuellement en cours pour faire l'essai chez les moins de 16 ans.
Donc, le médicament, s'il vient chez nous pour un accès précoce, il sera pour les gens âgés de plus de 16 ans. Tous. Tous. Toute personne Friedreich, au-delà de 16 ans, si Reata nous donne assez de médicaments. Parce que ça aussi, ça semble être un problème. Je vous le dis tout de suite. Les effets indésirables, quand même, dans l'essai qui ont été faits, il y a un problème hépatique qui peut faire arrêter le médicament, avec des enzymes hépatiques qui s'élèvent. Il y a des choses qui sont un peu courantes, mal de tête, diarrhée, enfin rien de grave, mais pas très agréable quand même. Voilà, vous voyez, c'est écrit là. Il y a certains ont des douleurs qui ont décrit. Donc, c'est jamais un médicament, jamais sans rien. Myriam, tu veux peut-être compléter? Myriam va peut-être compléter ça, non? C'est juste pour savoir au niveau des enzymes, si on a plus de détails, entre guillemets. Parce que, bon, enzymes, ça concerne quoi? Enfin, par exemple. Les enzymes hépatiques, là? C'est ça, l'hépatique, c'est le sang. Mais... Non, hépatique, c'est le foie. Et là, c'est le foie et les enzymes hépatiques, ça veut juste dire que le foie, il est un peu maltraité là par le traitement. Donc, on ne va peut-être pas aller au-delà. Nous, on regarde dans la prise de sang, ça c'est un biomarqueur, on regarde si le foie fonctionne normalement. À ce moment-là, les enzymes hépatiques sont normaux. S'ils se lèvent, ce n'est pas bon signe. Donc, on arrête le médicament parfois. Mais je pense que ce n'est pas tout le monde dans l'essai qui a eu des 37%, problèmes hépatiques. 37%, c'est quand même à surveiller. À surveiller. Oui, voilà. Je savais qu'il y avait... La prochaine diapo, si je peux la voir, la prochaine, Philippe. Merci. Du coup, en fait, je voulais demander, les 37%, il y avait également pour tout ce qui est maux de tête. Ah, pardon. Bonjour. Il y avait également pour tout ce qui est maux de tête, c'est en fait des maux de tête qui perdurent ou ça peut être... Parce que je sais que parfois, quand on prend un médicament, ça peut être sur le moment et disparaître. Sur des essais thérapeutiques, on note tout. Que ça dure une demi-heure, 3 jours, on note tout. Ok. On note tout. Donc, quand on dit là, par exemple, 20% maux de tête, ça ne veut pas dire que c'est des maux de tête insupportables pendant des mois. Non, ça peut être un peu de maux de tête pendant 1 heure. Et c'est peut-être pas dû à ça. Et peut-être rien à voir. Parce que les placebos, on a eu des effets secondaires aussi. Tout le monde. Et ils n'ont pas eu le médicament, et ils ont mal au ventre, et ça ne va pas, et le truc, et le machin. Je sais. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais juste poser une question par rapport à votre courbe de tout à l'heure. Oui. Pour savoir, vous aviez indiqué qu'il y avait 103 patients. 146. Oh, peut-être. J'ai mal lu. Ah, dans celui-là? Ah, pardon, non, oui, 103, oui. Je confonds les deux études. La slide précédente. Et je voulais savoir si la courbe était à peu près identique pour tous ceux qui ont suivi le traitement, ou bien si c'est une moyenne, et qu'il y en a pour lesquels ça réagit très très bien, d'autres très, très peu. Et ça donne ce résultat au total. On fait toujours en moyenne. C'est conventionnel pour les stats. On peut, quand on rapporte un essai thérapeutique, regarder chaque personne, chaque trajectoire de chaque personne. Moi, je fais ça. Je regarde chaque personne s'il y a un sous-groupe qui évoluerait, par exemple, très bien. Ou un sous-groupe qui... Mais c'est des études qui sont interdites pour un essai thérapeutique parce que c'est après le résultat moyen. Donc même quand on les publie, on doit les mettre dans les trucs supplémentaires, on ne peut même pas en parler. C'est très strict comment un essai thérapeutique est analysé. On ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont faites avec des, je ne dis pas des tricheries, mais de cacher des effets qu'on peut gommer avec certaines analyses statistiques et tout ça, si on regarde que le sous-groupe machin qui va très très bien et pas l'autre, et donc on dit ça marche vachement bien parce qu'on regarde que le sous-groupe. Donc, parce que dans le monde entier, il y a eu plein d'essais thérapeutiques qui ont été interprétés comme ça, c'est maintenant interdit, c'est très clair ce qu'on a le droit de faire ou pas. Après, vous pouvez toujours regarder, mais voilà. Mais là, c'est des moyennes, oui.
simplement, si je peux me permettre, sous la figure, il paraissait que l'erreur standard ou la déviation standard était faible, en fait. Oui, ils sont à peu près tous pareils. Je suis d'accord. On regarde parfois... je peux revenir sur la diapo parce que... Philippe, il faut suivre. Encore? Voilà. C'est ça la variation qui a été observée chez tout le monde. Donc vous voyez qu'il y avait des placebos qui sont aggravés, des placebos qui sont améliorés ici. Mais en moyenne, on est là. C'est pas mal. De toute façon, les tests statistiques comparent ça à ça. Pas ça à ça. Et quand il y a trop de variabilité, et c'est ça qu'on veut éviter à tout prix, parce que ça nous oblige, si les écarts types sont très très larges, ça nous oblige de mettre plein de patients dedans, parce que ça varie trop. Donc parfois, on a envie de choisir des patients bien précis, on sait exactement comment ils vont être, pour avoir le moins de variations possible. Donc par exemple, un patient au milieu de l'essai commence à faire une kiné de malade, il commence à faire du cheval, il fait du vélo, il fait plein de trucs, lui, il va s'améliorer. Et du coup, ouais, ça ne va pas. Donc, on lui interdit de faire de nouveaux sports pendant l'essai thérapeutique, par exemple. Ouais, j'ai une petite question. Bonjour. Il me semble, alors peut-être que je me trompe, il me semble que quand Reata a déposé le dossier à la FDA était un peu a demandé des données complémentaires et n'est pas convaincu. Et donc, est-ce qu'on sait pourquoi les premières données n'étaient pas conclusives? Parce qu'ils se sont arrêtés là. Et du coup, comment ils ont levé l'ambiguïté et est-ce qu'ils ont apporté de nouvelles données pour... Ils ont... Donc, à ce moment-ci, la FDA a dit non, on veut encore un essai qui va au-delà de cette étape. Un essai, pas juste un suivi. Et c'est là qu'il y a eu la pétition mondiale que certains d'entre vous ont signée pour demander, pour dire on refuse encore un essai. Et entre-temps, ces patients étaient passés à l'Open Label Extension, donc ils pouvaient prendre tous le médicament et ces résultats comparés en fait à l'histoire naturelle ont donné encore une preuve additionnelle à l'appui. Ça veut dire qu'elle n'aurait pas suffi seule, celle-là non plus. Les deux ensemble ont été assez convaincantes pour la FDA et nous l'espérons aussi pour la EMA bientôt. Et c'est pour ça que la FDA a mis un temps dingue, c'est-à-dire j'ai attendu jusqu'au 28 février là pour qu'elle dise OK. Parce que quand elle a vu les autres données, que Reata on nous avait déjà montré avant, et ils ont mis un peu de temps pour le faire. Mais vous avez raison, ça ne leur suffisait pas. Et voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une réserve par rapport à l'élévation de la BNP pour les insuffisances cardiaques? Aussi, et c'est un des choses qu'on a fait remonter, enfin, j'arrête pas de dire à Reata, c'est il n'y a pas que le foie, mais il y a aussi le cœur qui réagit apparemment à ce médicament, et il faut le surveiller. Donc ça va faire partie des choses qu'on va surveiller avec ce traitement, oui. La prochaine diapo, je veux bien, Philippe. Merci. Ouais. On n'entend pas. Non, attendez, il faut attendre. Quand vous parlez d'amélioration. Ah oui, d'accord. Je vais emmener la table. On va y arriver. Quand vous parlez d'amélioration, ça veut dire quoi en gros? Avec l'échelle, c'est ça. Il faut suivre. Il est important. Une amélioration, c'est pas parce que le malade me dit je vais mieux. C'est trop subjectif. J'aimerais bien. Si tout le monde c'était juste quand ils me disent je vais mieux, c'est vrai, on n'aurait pas besoin d'échelle. Le problème, c'est que ça ne suffit pas et c'est pour ça qu'on utilise des échelles. Donc quand on dit que ça va mieux, c'est qu'il a gagné des points sur une échelle au lieu de les perdre comme on fait d'habitude. Enfin, c'est le contraire. Il perdait des points parce que normalement, 0 c'est le mieux et 100 c'est le pire. Et là, il avait plus de points que normalement et là, il avait moins de points.
Oui. Les points, ça ne parle pas, mais ça traduit quelque chose dans l'atteinte neurologique quand même. Juliette veut absolument que je le dise. Je vais le dire. En fait, ces points, oui, pour vous, ça ne vous parle pas. Mais dans la pétition, il y a des témoignages de participants qui ont été recueillis. Je vais expliquer ce qu'ils ont dit, mais après, comment prendre ce message délicatement. Il y a des patients qui ont dit que leur motricité fine des mains était mieux, des patients qui parlaient mieux, des patients qui étaient moins fatigués, beaucoup de patients qui étaient moins fatigués, et ce n'est pas étonnant vu que la mitochondrie, c'est la centrale énergétique de notre corps, et que ce NRF2 qu'Alexandra a présenté, c'est là qu'il est, c'est là qu'il agit. Mais ce ne sont pas ces témoignages qui ont convaincu la signification du traitement, et ce n'est pas ça qui a convaincu la FDA d'approuver le traitement. Ce sont ces points justement. Mais donc peut-être ces points peuvent être interprétés d'une façon ou d'une autre, parce que cette échelle mFARS, elle vous examine complètement au niveau neurologique. Vos yeux, vos bras, vos membres inférieurs, votre posture, votre langage, tout. Et donc pour ceci, vous pouvez un peu comprendre ces points différemment à l'un ou à l'autre par quelques détails de cette échelle. Oui. Avant l'extension, il y a eu 4 semaines d'arrêt de traitement et le placebo et le traitement se sont aggravés, mais en particulier le traitement, puisque les 2 points qu'ils avaient gagnés, ils les ont perdus en 4 semaines. Est-ce que ça a étonné tout le monde ? Est-ce qu'il y a comment on explique qu'est-ce qu'il faut le comprendre? Parce que sur la courbe, c'est vraiment une aggravation un peu brutale, même si ce n'est que 2 points. C'est pas étonnant. Et c'est que 2 points. En quoi c'est pas étonnant? Si on pense que l'effet là, l'effet c'est vraiment un lissage, c'est pas une amélioration, c'est ne pas s'aggraver. Vous arrêtez ce traitement qui péniblement garde la mitochondrie un peu plus active là vous l'arrêtez, elle s'était déjà un peu reposée sur le fait qu'elle était un peu plus soutenue, floup. Moi ça m'étonne pas. Et les participants savent qu'ils ont tout arrêté pendant 4 semaines. Et ils savent. Donc ils vont moins bien. Hein. Moi, ça ne m'étonne pas. L'effet psy, il faut avancer, ouais. Je ne sais pas si on a le temps de parler de ce sujet-là, mais est-ce que... là, j'ai cru comprendre que c'était 3 comprimés à 50 mg par jour, c'est ça? Est-ce que ça laisse entendre que si jamais il fallait interrompre le traitement pour intolérance, il fallait peut-être diminuer progressivement et pour ne pas sevrer, entre guillemets, la mitochondrie brutalement? C'est possible, on ne l'a pas testé. Heureusement, la FDA ne nous a pas demandé ça parce qu'il aurait fallu faire un autre essai pour diminuer les médicaments. Non, mais il y a... Je pense que c'est des maintiens d'un état qui sont très importants dans des systèmes fragiles. Et il y a 2 points sur 100, c'est quand même que 2 points. Ouais, alors c'est elle qui dit, pas de questions. Moi, je veux bien, les questions. Mais je ne peux pas répondre à tout parce que, voilà, on ne sait pas. Ouais. On ira jusqu'au bout. Oui, peut-être pour conclure, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'hésitation. Hésitation de qui? Je ne sais pas, sur les effets, les conclusions. Et en tout cas, bon, si la France ou l'Europe autorise ce médicament, est-ce que vous êtes prête à le prescrire massivement à tous les patients? Si on a un accès précoce pour cette prise en charge de ce médicament, et si Reata nous a donné assez de médicaments, bien sûr. Parce que si on peut stabiliser les choses pour les patients, bien sûr, on va le prescrire. Enfin, ça me semble assez évident. Toi, tu peux l'expliquer, mais on va vous expliquer ce que c'est que l'accès précoce. C'est une procédure qui a été mise en place fin 2021 pour les maladies rares, qui permet de prescrire une molécule, donc
par ce processus, mais qui veut dire un suivi des patients aussi. Il y a des données dont elles vont parler qui sont très importantes. Donc, ce n'est pas le neurologue de Saint-Quentin dans l'Aisne qui va faire ça, parce qu'il y a un suivi très important. Donc, ça permet de prescrire une molécule avant l'arrivée à l'autorisation de mise sur le marché comme médicament. Mais ça permet d'avancer les choses. Il y a 5 conditions: maladies rares, maladies graves, maladies sans traitement, etc. Et effectivement, on remplit cette condition. Après, ce sont les CHU, le labo, il va y avoir plein de discussions et de réunions pour savoir comment la suite est décrite là. Donc je vais laisser la parole pour vous expliquer. L'accès précoce, c'est ça en gros, tu es d'accord? Oui, mais ouais. Il faudrait, enfin, c'est pas, il faut bien comprendre, s'il y a accès précoce, on va pouvoir le prescrire et suivre les personnes. Ça me semble important pour savoir comment ils vont, aussi pour le BNP, aussi pour le foie, aussi pour les effets secondaires, etc. Et de voir à long terme qu'est-ce que ça donne, puisqu'on ne le sait pas. C'est un marqueur, un biomarqueur pour le cœur. Il est utilisé normalement dans les infarctus du myocarde, parce que ça se lève. Et du coup, on sait qu'il y a le tissu du cœur souffre. Donc, si le BNP se lève dans un essai, c'est comme c'est comme les enzymes hépatiques. Si le foie souffre, c'est moyen. J'ai encore une question sur les accès précoces. Est-ce que tous les CHU pourront le prescrire, ou ce sera que les CHU qui font partie des centres de référence? Non, non, ça sera tous. Tous les CHU. C'est par la HAS. Qui est-ce qui pose la question? Ah oui. Oui, Haute Autorité de Santé. Non, c'est une question de production du médicament. Oui. C'est vraiment, oui, il faut le voir comme ça. C'est le 28 février, la FDA a dit oui. Ça fait pas longtemps. On a déjà discuté avec Reata parce qu'on a commencé il y a un petit moment d'en discuter avec eux. Donc peut-être ça va être la France, peut-être pas. Mais en tout cas, on fait tout pour que ça soit ici, en accès précoce, pour stabiliser les choses. Je ne sais pas. Là, vous me demandez trop, là. Là, je ne sais plus. Là, 28 de là, je ne sais plus. Non, non, on continue. La prochaine. Ah oui, ça c'était... Non, la prochaine. Alors, qu'est-ce que j'ai après? Non, encore? Est-ce que vous aviez des questions sur le fer ou pas tellement? Oui? Oui? Alors, est-ce que je peux juste vous dire, parce que j'aurai peut-être pas les réponses, la prochaine diapositive. En fait, oui, attends. Là, on s'est rendu compte que c'est-à-dire qu'il y a toujours eu de la recherche sur l'ataxie de Friedreich, il y a eu une accumulation de fer. Mais nous, en suivant les patients adultes et plus tard, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des personnes qui avaient des anémies, c'est-à-dire pas assez de globules rouges, donc pas assez d'oxygène dans leur sang, ça c'est une anémie, et c'est souvent parce qu'on saigne quelque part et on fait donc une anémie par perte de fer. D'accord? Si je peux dire ça comme ça, non. Perte de fer, mais on peut le perdre par le sang généralement. Donc les filles qui ont des règles abondantes, elles ont une anémie et il faut de temps en temps leur donner un peu de fer. Et peut-être pas seulement par les... C'est quoi le légume avec les fers déjà? Les épinards. Donc parfois, et le problème dans l'ataxie de Friedreich, c'est qu'il y a une grande fatigue. Si je rajoute là-dessus une anémie, alors là, la personne est vraiment très, très fatiguée. Donc, du coup, la question qui nous avait été posée par pas mal de gens, c'est est-ce qu'on peut, si on identifie chez quelqu'un qui a une anémie et on identifie qu'il a perdu du sang, est-ce qu'on peut remettre du fer?
malgré le fait que dans la mitochondrie, il y a peut-être une accumulation de fer qui se fait dans certains compartiments du corps. Et ça, c'est une étude qu'on ne sait pas répondre à cette question. Je sais seulement comme ça, donc avec le centre de référence, on a essayé de savoir, par tous les neurologues et les gens qui vous suivent, de savoir si quand on vous donne du fer, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux parce qu'on a moins d'anémie, donc on est moins fatigué. C'est normal. Est-ce qu'on aggrave la maladie? On n'avait pas l'impression. Mais enfin, les impressions, c'est comme le dire « je vais mieux », ça ne suffit pas. Donc, on a dit qu'on a collecté des données de 140 patients qui sont allés chez Françoise Pousset, la cardiologue que beaucoup d'entre vous connaissent, et on a regardé, parce qu'on a toutes les données biologiques, on va regarder le nombre de personnes qui ont une anémie et qui ont eu du fer et comment ils se sont comportés. Et parce qu'on les suit toujours, on sait comment ils sont aujourd'hui. Et donc, la question à laquelle vous voulez une réponse, c'est-à-dire que je vous dise, est-ce que les gens vont s'aggraver si on leur donne le fer? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais on va le faire, on va le regarder. C'est ça qu'on fait. J'ai répondu à cette question. Elle n'est pas contente, elle va le redire. Non, c'est pas que je suis pas contente. Au contraire, parce que sans arrêt, vous avez des médecins qui disent « je veux pas lui donner du fer, j'ai dit que c'était pas bon », ou des gens qui nous interpellent en disant « c'est dangereux ». Ou d'autres qui disent, bah non, moi j'en ai pris, vous avez regardé sur les forums, là, sur les réseaux, on voit tout et son contraire. Notamment dans les opérations pour la scoliose, pour le rachis, où il y a une grosse perte de sang. Et non, mon chirurgien a dit surtout pas de fer. Et l'autre a dit, ah si, j'en ai eu, j'ai eu des culots de sang et ça s'est très bien passé. Donc, avoir une étude qui dise, de toute façon, quand on a une anémie fériprive, la plupart du temps, il faut chercher la cause. La cause, ça saigne. Et la cause, c'est effectivement des règles abondantes, c'est peut-être digestif. Quand on a éliminé tout ça, on peut dire qu'on a une petite anémie qui est due au Friedreich. Si elle est trop importante, bon, c'est des histoires de détails, une hémoglobine en dessous de 10, etc., qu'on n'est pas bien, à ce moment-là, il faut faire des cures de fer, mais courtes. C'est ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est ce qui semble logique. Il ne s'agit pas de prendre du fer tout le temps. Mais bien sûr. Mais vous allez mieux analyser les conséquences là-dessus. Et ce travail me paraît indispensable pour qu'on puisse enfin dire aux personnes qui appellent pour ça ou à leur médecin, oui, on peut donner des cures brèves, ou etc., etc. Donc ça va éclaircir ce sujet. Et moi, je te remercie que vous fassiez ce travail. Oui, ce qui me semble important, parce que, et d'ailleurs, ça me fait penser que Françoise Pousset, que beaucoup d'entre vous connaissent, s'excuse de ne pas pouvoir être là. Mais son fils a été hospitalisé, donc c'est toute une histoire. Mais en tout cas, elle vous envoie plein de bonnes choses et ne pas oublier le cœur, elle m'a dit. Oubliez pas le cœur. Elle avait un message à faire passer, je vais le faire passer. C'est qu'elle vous demande d'avoir un électrocardiogramme sur vous. Que vous ne soyez pas, parce qu'il y a des petites anomalies sur l'électrocardiogramme, le CG. Donc, si jamais vous faites un malaise parce qu'il fait trop chaud, parce que vous n'avez pas mangé, etc., et que vous arrivez aux urgences, et qu'on vous fait un électro et qu'on voit ce sous-décalage de ST, on dit ça y est, il commence un infarctus, une angine de poitrine, et bling, toute la batterie de combat est partie. Alors que si on dit, ah ben non, c'est le même électrocardiogramme qu'il y a 6 mois, il y a 1 an, elle me demande de faire passer ça. C'est compliqué, mais ayez un électrocardiogramme de référence sur vous pour éviter des examens inutiles. Parce que là, voilà, mais garde-le. Hein. C'est fait. Je me suis approchée de Myriam pour qu'on puisse parler. Qui peut poser une question? Bien sûr. Alors pour le coup, c'est plus une question puisque vous avez répondu. Sauf que alors, moi, voilà. en fait, je pense être dedans parce que j'ai tout le temps besoin de boire et de manger. Bah, sinon, je tombe. Concrètement, dès que j'atteins les environ 1000-1200 calories de brûlées par jour, j'ai la tête qui tourne. Alors, on fait vite le goûter, alors. Presque à ça. Ouh, il ne faut pas qu'on rate le temps du goûter, là. C'est quelle heure, le goûter? 16h. Vous tenez jusqu'à 16h ou pas? Limite. Vite. Elle va faire vite. 20 minutes. Non, c'est bon, merci. Bon. Excusez-moi, j'avais une question sur le fer. J'ai mon frère qui a l'ataxie, qui a un taux de ferritine très élevé. Et j'étais persuadée que c'était lié à l'ataxie. Ça n'a aucun lien? Non, le taux de ferritine, c'est vraiment
La réserve, et on a beaucoup discuté de ça parce qu'il y a une maladie génétique qui fait qu'on a beaucoup de fer dans le sang aussi. Mais en fait, la ferritine ne nous renseignait pas vraiment sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'hémoglobine. Vraiment, parce que ça, c'est le transport du fer dans ce qui est utile, c'est-à-dire dans l'oxygénation du sang. Donc, peu importe finalement comment ça se passe dans la ferritine, ce qui est important, c'est la conséquence dans le sang. Donc, il faut bien regarder l'hémoglobine et l'hématocrite, mais il faut vraiment regarder ça, c'est vraiment le plus important. Parce qu'on en a beaucoup ou pas beaucoup de fer, c'est pas très important. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Est-ce que... Voilà, alors à toi. Oui, voilà. Je voudrais poser une dernière question qui m'est revenue sur ce qu'elle fait. Merci. J'avais complètement oublié que j'avais moi-même signé la pétition. Et on parle des gestes fins, la dextérité, etc. Je voulais juste savoir, on est bien d'accord, parce qu'il me semble que ça ne fait pas partie de l'échelle MFARS. Donc on est bien d'accord que ça n'a pas été observé. Parce que je pense que tous les ataxiques ici vous le diront et vous le savez, les gestes fins, la dextérité, la fatigue, c'est hyper important pour nous. Je voulais juste être certain que ça n'avait pas été observé. Ce qui veut dire que finalement, ça pourrait être bénéfique. L'échelle MFARS et la SARA et le CCFS et tout ça mesurent les gestes fins. Donc, oh oui. Donc la MFARS mesure les gestes fins. Donc j'ai tort. Merci. Réponse du neurologue, ça les mesure. Donc dis-nous sur les autres essais. Oui, on peut passer à la suivante. Oui, encore. Ces deux-ci, oui. Voilà. Je vais être très brève en fait. Vous suivez sans doute le développement des diverses en fait, lignes de développement thérapeutique pour l'ataxie de Friedreich via cette pipeline qu'on appelle sur le site de FARA. Tout en haut, on a le SkyClaris qui vient d'être approuvé, qui sera disponible d'ici quelques mois en fait aux patients aux États-Unis. On peut aller à la suivante. Il y a d'autres en fait traitements en cours au monde. Alexandra a déjà présenté l'essai MOVE-FA de PTC thérapeutique, donc je vais aussi le passer. Aussi, on va passer à la suivante. Je vais juste ajouter, on a été trop vite, c'est pas grave, qu'actuellement, il y a une autre étude, même pour les enfants âgés, non c'est bon, non suivante, pour les enfants qui ont moins de 7 ans, donc qui ont maximum 6 ans. C'est une très petite étude, quelques enfants, 5 ou 6. J'avais partagé en fait l'annonce avec Juliette pour voir si en France, il y aurait eu un enfant de cet âge qui aurait voulu participer. Il aurait pu voyager temporairement aux États-Unis. Et en fait, ce qu'on espère par là et comment PTC Thérapeutique a envisagé cette stratégie, si jamais les résultats sont positifs en 2023 et ils auraient, on l'espère, une autorisation par la FDA et la EMA pour le mettre sur le marché, vu que l'étude a été faite seulement sur des enfants à partir de 7 ans dans l'essai MOVE-FA, si on a des données pour les enfants plus jeunes, avec cette petite étude, même si le groupe est très petit, ça pourrait être en fait un agent qui va convaincre les agences de ne pas mener une plus grande étude pédiatrique pour ce petit âge et l'autoriser aussi pour les moins de 7 ans. Donc juste, si jamais vous lisez ça quelque part, ne soyez pas étonné qu'il y a cette étude qui n'est pas contrôlée par placebo et vraiment un tout petit groupe d'enfants. Je pense qu'ils ont atteint le nombre souhaité et c'est en cours. Les deux autres études, en fait, qui sont encore en phase 1, Alexandra a dit que la phase 1, c'est la première, ce sont des petits groupes, c'est pour déterminer la dose, pour déterminer les effets secondaires, pour déterminer la tolérance, l'innocuité, la toxicité. Ce n'est pas du tout pour mesurer l'efficacité, donc ne me posez pas des questions là-dessus.
On peut aller aux suivantes. La première, c'est l'étude de l'arimar thérapeutique. Et donc, l'agent qu'ils essaient, ça s'appelle le CTI 1601. C'est une molécule, en fait, qui est une petite molécule de frataxine qui a une sorte de petit message attaché à elle qui va l'amener directement dans la mitochondrie. Les essais précliniques, parce que tout commence en fait au labo, ont été menés en partie aussi dans le labo d'Hélène Pucciot, qui malheureusement n'était pas là. Et donc, ils ont été essayés sur un de ces souris, modèle de souris d'ataxie de Friedreich. La première phase 1 en dose unique a été conduite l'année passée. Et malheureusement, il y a eu quelques soucis toxicologiques dans les études précliniques chez les grands primates, donc chez les singes au labo, pas dans la phase 1 sur les patients atteints d'ataxie de Friedreich. Cette étude a été mise sur pause pendant quelques temps puisque la FDA a demandé à l'arimar de justifier en fait ces toxicités chez les grands primates. Et la FDA a été convaincue par les analyses supplémentaires chez les singes que c'était OK pour continuer l'étude phase 1. Actuellement, la phase ascendante de doses en fait, donc les patients sont en train de recevoir plusieurs doses pour monter avec les semaines en dose. Et donc au bout de cette deuxième cohorte qui se termine d'ici quelques semaines, l'arimar thérapeutique analyse et donne les données à la FDA. Et si tout va bien et s'il n'y a pas de toxicité pour les patients, ils vont en fait continuer avec une étude phase 2, phase 3, on l'espère, et à échelle globale. Donc ça ne sera pas aux États-Unis seulement, ça sera aussi ailleurs, en Angleterre, en Europe, peut-être en France, on ne sait pas encore. Mais la FARA est en train vraiment de travailler avec les firmes, dont l'arimar, pour ouvrir les études cliniques à d'autres centres que juste aux États-Unis. Cette étude, en fait, puisque c'est une phase 1 et une phase 2, elle ne se passe pas dans un centre hospitalier, ce n'est pas dans un CHU, mais c'est un centre d'études cliniques, puisqu'il y a des prélèvements sanguins tous les jours et les patients restent, en fait, dans cette institution, dans cette clinique pendant plusieurs semaines. On peut passer à la suivante. L'autre, en fait, aussi... étude en cours aux États-Unis agit en fait autrement. On ne remplace pas la frataxine, mais en fait on essaie de réactiver en quelque sorte le gène de la frataxine qui dort, qui ne produit pas assez de frataxine. On va venir avec cette petite molécule DT216 agir au niveau de l'ADN et essayer de refaire fonctionner le gène pour qu'il y ait de nouveau de la production de frataxine. Donc c'est vraiment la frataxine de notre corps qu'on essaie d'augmenter, alors que la précédente, c'était un supplément de frataxine. On peut passer à la suivante. Donc l'étude clinique, c'est de nouveau évaluer l'innocuité, la tolérance, les effets pharmacocinétiques et pharmacodynamiques chez des patients adultes. Donc il n'y a pas d'enfants inclus ni dans cette étude, ni la précédente. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner. Et donc, la première partie, la dose unique est clôturée et la dose multiple ascendante est actuellement en cours dans cette même clinique en fait spécialisée dans les études cliniques de phase 1 et 2 aux États-Unis. Et aussi, on attend des résultats en 2023. Donc, on espère que fin 2023, on va apprendre quelque chose de ces deux études et de la suite à une autre étude à grande échelle globale avec beaucoup de patients à inclure. Et dernièrement, quelques mots sur la thérapie génique. Il y a une seule étude de thérapie génique ouverte dans l'ataxie de Friedreich actuellement, et c'est une thérapie génique qui vise seulement l'atteinte cardiaque, donc qui vise le cœur. Il y a d'autres encore approches thérapeutiques pour la thérapie génique en développement par plusieurs labos pharmaceutiques en Europe, aux États-Unis, mais on est encore, je vous dis, loin de tout autre essai clinique à part celui-là sur la maladie cardiaque. En fait, il n'y a pas de placebo, puisque la thérapie génique dans les maladies rares, on ne fait pas de placebo dans ces cas. C'est une injection d'un virus qui va cibler le cœur, mais aussi le muscle. Et tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'il y a 3 centres ouverts aux États-Unis. Il y a eu 2 ou 3 participants, et parce qu'il faut toujours attendre 1 mois, si je ne me trompe pas, entre un participant et un autre, pour éviter en fait les surprises. Et donc, ce sont des études qui sont planifiées avec beaucoup plus de règles strictes qu'une étude clinique interventionnelle avec un médicament. Ça, j'ai déjà présenté tout à l'heure. On peut passer.
Oui, ça aussi. On peut revenir sur la précédente avant de passer à ça. Donc, je vais juste résumer 3 idées. Le premier traitement, et je dis le premier traitement, est approuvé par la FDA pour l'ataxie de Friedreich. On l'espère. C'est une très bonne nouvelle, mais j'insiste que c'est le premier. Donc, ça fait 22 ans que je travaille sur l'ataxie de Friedreich et j'ai envie que les autres suivent. Parce que l'ataxie de Friedreich est multisystémique, on a beaucoup d'organes et de systèmes atteints, et on n'aura pas un seul traitement. Il y a un jour, on aurait en pharmacie, j'espère, plusieurs traitements à prendre pour différents symptômes de l'ataxie de Friedreich. Donc les autres approches thérapeutiques en développement, on espère, vont aboutir, surtout grâce à de nouvelles études cliniques mondialement, Europe inclus et France inclus. Et il y a encore d'autres recherches et développements en cours pour ajouter en fait toutes ces phases et toutes ces couleurs différentes dans la pipeline qui sont en essai. Et donc, on peut passer à la suivante. Pour un peu, dans le cadre de l'accès aux études cliniques mondialement, j'ai travaillé en 2022 en fait grâce à un petit fonds que j'ai reçu de Pfizer pour préparer en fait du matériel qui va un peu éduquer les patients de la communauté ataxie de Friedreich sur les études cliniques. Parce que parfois on arrive pour participer à une étude clinique, mais on a beaucoup de questions, on est peu informé. Il y a certains cliniciens et certains assistants de recherche qui prennent beaucoup de temps à expliquer, mais n'empêche venir à une première visite, pas de participation, mais d'information avant de signer, venir informer peut beaucoup aider. Donc ce guide, on peut aller à la suivante, il y a plusieurs parties dans ce guide, c'est un feuillet de 12 pages, si je ne me trompe pas, qui explique le processus du développement de médicaments, les étapes et le temps, et pourquoi ça prend autant de temps, les recherches cliniques et qu'est-ce qui différencie les études cliniques des essais, donc quand il y a un médicament à prendre ou juste une étude, un suivi. Les mots à connaître, placebo, bras, on a entendu beaucoup de termes et Juliette nous a bien fait de rappeler de temps à autre de vous définir en fait ces termes. Vous retrouverez des définitions dans ce guide. Comment en fait, c'est quoi les phases, mais aussi comment on peut contrôler la sécurité dans une étude clinique. Ce n'est pas seulement le clinicien, mais le patient a un rôle actif dans la sécurité pour dire qu'est-ce qui ne va pas et tous les effets secondaires, de la céphalée de quelques minutes à 3 heures, à plusieurs jours, tout rapporté. Les protocoles, mais aussi le consentement. Pourquoi chaque participant à une étude clinique va recevoir des dizaines de papiers à lire, à comprendre et être d'accord, à participer, être d'accord à communiquer ces données, être d'accord qu'après l'essai clinique, déposer les résultats dans une base de données où d'autres essais cliniques pourraient jeter un coup d'œil et en apprendre quelque chose pour raccourcir, on espère, la durée d'un essai clinique. Donc, oui, ça on va feuilleter vite. Donc, tout ce document que j'ai travaillé en anglais a été traduit dans plusieurs langues, dont le français. Et j'ai proposé à Juliette, on en discutera demain au conseil administratif, de le joindre à la nouvelle édition en fait, de l'Espoir, TAFAF. Donc, vous le recevrez chez vous en français avec le nouveau magazine du prochain trimestre. Voilà, si vous avez des questions, maintenant ou après ou pendant la pause. On est toutes les deux. J'ai envie de les applaudir très fort parce que on a rencontré Bertrand, Jean et moi la première fois à Alexandra en 1994. On ne connaissait pas le gène. On a donné notre sang simplement pour trouver le gène. Elle est toujours là. Et Myriam, je l'ai rencontrée pour la première fois au Parlement européen pour IFAX. La première réunion en 2010, c'est elle qui gérait tout, mais tout, de tout. Massimo était là, bien sûr. Et c'était notre première rencontre. Et elles ne nous ont jamais quittés. Et Hélène, qui n'est pas là, travaille au moins depuis 25 ans sur le Friedreich. Et je dis à tous ces gens-là, bravo de continuer à se battre. Alors, on disait, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, de toute façon, oui. Il y a des questions, Juliette. J'arrive. Qui? Levez la main quand vous voulez poser une question. Bougez-vous pour la lumière. Patricia. Viens par là pour la lumière. Oui, c'est bon. J'ai une question sur un essai clinique
Nicofa, dont le design a été validé, il me semble, depuis plusieurs années, au moins 2-3 ans, qui est en amont et qui pourrait être intéressant. Est-ce que vous savez où ça en est? Et si jamais c'était arrêté, est-ce qu'il y aurait un projet de le faire autrement que par Nicofa, c'est-à-dire une étude académique? Donc pour le nicotinamide. Oui, on connaît très bien Nicofa. Donc malheureusement, ça a traîné pour beaucoup de raisons, dont une raison importante qu'Alexandra a mentionnée quand elle a présenté Stræklarís et Reata, un problème de production. Donc quand toute l'administration est de production du médicament. Donc quand les administrations étaient prêtes avec tous les papiers et il y avait les autorisations en cours, oui. Le lot, en fait, qu'il fallait utiliser dans l'étude clinique n'était plus bon, on n'était pas bon, il y avait des contrôles de qualité qui ne tenaient plus la route, il fallait recommencer. Entre-temps, tous les budgets nationaux, parce que c'était un programme, en fait, financé par différents pays européens, mais financé par des budgets locaux européens. Donc en France, je ne sais plus c'est quel organisme qui donnait, l'ANR qui donnait l'argent, mais qui était valable juste pendant 2 ou 3 ans, qui ne pouvait pas attendre éternellement. L'Italie a perdu son budget, malheureusement. L'Autriche a perdu son budget. Actuellement, l'Allemagne, qui est qui est devenu maintenant le coordinateur de projet, est en train de revoir, en fait, avec de nouveaux budgets nationaux en Allemagne, mais avec d'autres pays qui pourraient resoumettre s'il y aurait encore moyen de reconduire l'étude. Donc l'étude n'a pas commencé. Elle pourrait encore commencer, peut-être, si toutes les conditions vont de nouveau se réunir. Et le problème, si j'ose dire problème dans Nicofa, avec les études préliminaires et avec l'histoire naturelle des facts, le projet va durer longtemps et il fallait plus que 200 patients pour arriver à une étude statistique convaincante et significante après 2 ans d'intervention. Et donc, comme Alexandra a très bien expliqué, 2 ans d'intervention, ce n'est pas 2 ans d'études. Il faut au moins 1 an pour recruter les 200 patients. 200, c'est plus que ça. Oui, c'est plus qu'1 an. Donc voilà, ce sont tous les soucis que Nicofa malheureusement a eus. Et il n'est pas, enfin, tout intelligent va comprendre que si dans 1 an, OMAV est approuvé en Europe, et la patientèle a accès à OMAV, il faudra reconsidérer tous les essais cliniques. Donc je ne sais pas si l'étude va encore commencer avant d'avoir plus de nouvelles de OMAV sur le terrain. Oui, parce que si OMAV est là, à mon avis, les gens qui vont rentrer dans nicotinamide ou Nicofa vont devoir arrêter OMAV ou jamais avoir pris OMAV. Ça va être compliqué à gérer, je pense. Même. Parce que sur l'étude préliminaire Bonjour. qui a été faite en Angleterre, et ce qui a été mesuré comme effet bénéfique sur la frataxine et autres, et les échelles, on a vu que vu la progression de la maladie, si on arrête à 1 an, on ne verrait pas d'effet malheureusement, parce que c'est un petit effet. Et donc il faut attendre plus longtemps pour avoir plus d'effet. L'effet. Oui. Bonjour, excusez-moi. Merci pour tout le travail que vous réalisez. Je suis Sylvia, je suis maman d'une petite fille qui a 10 ans et qui est ataxique. Sur OMA, vous indiquez qu'il y aura une étude pédiatrique en cours. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette étude pédiatrique ? Vous pensez que ça va aboutir positivement avec d'avoir une autorisation pour les enfants de moins de 16 ans. Avec la même dose ou est-ce qu'il faudra tester une autre dose ? On ne sait pas. C'est ça qu'il faut discuter avec Reata. Je serais déjà très contente s'ils veulent bien la faire, parce que là, on est un peu dépendant de ça. Et donc, on fait tout pour qu'ils la fassent. À mon avis, oui. Mais bon, après, probablement, on fera au moins 2 doses. Mais voilà, c'est à discuter avec tous ensemble. Et du coup, ça entraîne une étude. Une étude, une ouais. étude. Un essai vraiment, essai. double aveugle, double dose, voilà. Est-ce que ça va être aussi long ? On ne sait pas encore.
L'agence européenne a exigé, en fait, quand Reata l'a publié dans un de ses communiqués de presse, a exigé qu'une étude pédiatrique se fasse suite à la demande d'autorisation 16+, parce que l'agence savent que la taxi de Friedreich commence bien plus avant, 16 ans. Maintenant, tout le monde sait la progression au début de la maladie est plus importante. Donc, il y a la chance de capter, en fait, quelque chose de plus fin que le MFARS peut-être. Donc, est-ce qu'un protocole qui est plus court, avec de meilleures mesures chez les enfants, va raccourcir l'intervention? On l'espère. Le protocole n'est pas encore communiqué, il est en train d'étudier. Et dans le FAGCC que j'ai présenté, donc le consortium global, il y a un groupe de travail qui est concentré et sur la population pédiatrique, mais aussi sur la population présymptomatique. Donc les parents qui savent qu'ils ont un deuxième enfant, qui est porteur du gène, qui est atteint, mais qui n'est pas encore symptomatique, on est en train de voir si on pourrait mesurer déjà quelque chose à cet âge-là, avant les symptômes, pour évaluer aussi le médicament dans ce groupe quand ils adhèrent à un essai clinique, pour avoir déjà une baseline. J'espère que vous avez bien saisi l'organisation d'un essai thérapeutique. Il est important que tout le monde soit prêt. Nous, pour inclure très rapidement, parce que ça raccourcit beaucoup. Et si, pour une raison ou une autre, comme dans Nicofa, tout traîne et tout est décalé et plus personne sait ce qui va se passer et quand il va se passer, ben, il n'a pas lieu. C'est tout. On n'entend pas, mais on va Moi, j'ai une question concernant Speech Attacks. Oui. Est-ce qu'on a enfin les résultats sur l'essai? On en parle après. Ah, d'accord. Il y a, dans le programme, il y a exprès quelque chose sur Speech Attacks, oui, bien sûr. Merci. Bien sûr. Parce qu'il y a des choses à faire. Donc, on va avoir ça. Oui, une dernière. Ouais. Bonjour. Merci pour votre intervention très précieuse. J'avais une question par rapport à la prise du Mnesis. Je suis maman d'une jeune fille qui a 19 ans, qui prend depuis 7 ans Mnesis Amisal. Et je voulais savoir s'il y avait des contre-indications par rapport à l'essai de l'OMA aujourd'hui. L'idébenone, dans un essai comme pour OMAV, comme si vous regardez les lignes de l'essai de l'idébenone, il n'y a pas d'effet. Donc, l'idébenone n'est pas indiqué dans la maladie, dans l'ataxie de Friedreich. Les lignes, si vous voulez, si on fait un essai, il a eu un essai européen qui n'a pas montré d'effet du tout. Je n'arrive pas à mettre juste là, 2 heures plus tard. Pas d'effet. Pas d'effet, donc pas d'indication. Pas vraiment, non. Ça a été montré que non. Au contraire, il y a même eu des choses qui n'ont pas été publiées finalement, mais qui ont montré qu'à forte dose, c'est même moins bien. Alors, on rentre dans un grand débat là, parce que... C'est un grand débat et on n'arrête pas de le dire à nos patients en consultation, au CRMR et partout. Il y a aussi l'atrophie optique, que pour certains patients, c'est accéléré à des fortes doses d'idébenone. On ne sait pas si c'est un lien direct ou pas. Mais si on surcharge la mitochondrie, parfois un peu trop, on peut avoir ça. Donc, on a eu des baisses de l'acuité visuelle très brutales avec ça. Donc, on s'est beaucoup méfié. On l'a rapporté à la pharmacovigilance parce que ça nous a embêtés, parce que c'était chaque fois avec des très fortes doses d'idébenone. Donc, voilà. Je ne peux pas dire plus. Mais en tout cas, si on s'oriente, et je crois qu'il faut le faire, à des essais bien contrôlés avec le nombre de patients qu'il faut, suivi dans le temps qu'il fallait. Et si cet essai est conclusif et qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'effet. C'est quoi des fortes doses? Et dans ces cas-là, est-ce que si on prend l'OMAV, il faut arrêter l'Amisal? C'est pas dans le label en tout cas non. de la FDA. Il faut voir si... Mais le fait que idébenone ou Mnesis n'est pas approuvé par l'IMA, le jour où l'IMA va autoriser OMAV en Europe, ils ne vont pas interdire
en contre-indication, puisque l'autre médicament n'est pas approuvé pour l'ataxie de Friedreich. Et s'il ne l'est pas, c'est parce qu'il y a des raisons valables pour qu'il ne le soit pas. Je ne veux contredire personne, mais je pense qu'il faut avoir confiance en le système qui autorise les médicaments. Oui. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'étapes qui sont nécessaires et beaucoup de règles. Il suffit qu'un point manque pour que ça soit un non. Et donc, quand l'étude clinique a montré qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a même pas eu un schéma jusqu'à demander l'approbation, l'autorisation de mise sur le marché, parce que l'étude clinique a montré qu'il n'y a pas d'effet. L'année passée, il y a 2 études qui se sont arrêtées ainsi, Rétrotope et Resveratrol, parce que les études cliniques ont montré que ça n'a rien fait, ça n'a servi à rien. Malgré qu'il y aura toujours des témoignages de gens ayant participé à ces études qui vont dire « si je parle mieux », mes doigts me servent mieux, je suis moins fatiguée, mais ce ne sont pas ces témoignages, malheureusement, qui nous demandent assez de science et assez de bagages pour faire des études statistiques pour demander l'autorisation, parce que c'est un engagement et une responsabilité. Et l'arrêt peut se faire du jour au lendemain, on peut passer de 15 à 0 sans problème? Non, je ne pense pas qu'il faut faire ça, parce que ça surcharge la mitochondrie d'une façon assez importante, donc doucement. Mais je pense que pour les débénones, vous savez que ça fait 20 ans que ce feuilleton dure. Je l'appelle le feuilleton pour écrire un bouquin. Il y a ceux qui sont pro, ceux qui sont contre, y compris dans les médecins d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, il est prescrit. C'est qu'en France. Hein. C'est qu'en France et il est donné en accès compassionnel. Donc, on a l'accès compassionnel pour quelque chose qui n'a pas été approuvé comme médicament. Donc on le donne par compassion parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de molécule, il n'y a rien en face. Bon, Alexandra a cité quelques cas, enfin bon c'est tout, mais sinon dans l'ensemble il est bien toléré. Mais c'est parce qu'il n'y a rien en face. Là, et puis après il y a l'accès précoce qui est en train de se mettre en route pour quelque chose qui n'est pas encore considéré officiellement comme un médicament. C'est pour l'OMAV. Donc si l'OMAV arrive, eh bien, vous allez pouvoir donner de l'OMAV à tout le monde. Il est approuvé par la FDA. Il a été approuvé, il va arriver. Il est approuvé, c'est le premier médicament pour l'ataxie de Friedreich. Il a eu, le FDA, c'est le Graal. Si le FDA approuve, voilà, c'est une bonne nouvelle. Ça va venir, il faut que ça vienne. Et c'est ça qu'il faut qu'on prenne. Non, il n'a pas été mis sur le marché. Non, non, il est prescrit, ce n'est pas un médicament, il est prescrit spécialement avec une procédure qui s'appelle accès compassionnel. C'est-à-dire que le médecin peut le prescrire parce qu'il n'y a rien en face. La NSM, l'Agence du médicament, l'autorise comme ça. À des petites doses. À des petites doses. Bon. C'était les anciennes ATU. Anciennes ATU n'existent plus. Les ATU, c'est terminé comme formule. Oui. C'était l'autorisation temporaire d'utilisation. Oui. Du coup, on peut partir du principe que si OMA vraiment vient à être déposé réellement et utilisé, du coup, il ne sera plus prescrit de cette façon, en fait. Parce qu'aujourd'hui, s'il est prescrit en étant accès précoce, voilà. Non, c'est pas compassionnel. Non, on ne parle pas de non, par rapport à l'idéménum, en fait. Parce que du coup, il y aurait un traitement entre guillemets officiel et approuvé. Oui. Donc celui-ci ne serait même plus prescrit de cette façon-là, en fait. Fort probable. C'est ce qu'elle a dit, oui, fort probable. Absolument, vous avez tout compris. Il y a le monsieur en jaune. C'est pas jaune? C'est blanc, mais enfin c'est pas... Oui, c'est blanc? C'est le néon, je crois. Bonjour mesdames, merci beaucoup pour votre intervention. Je suis papa de 2 de mes enfants sont atteints d'ataxie, qui ont chacun 24 et 22 ans. Et dernièrement, c'était à l'automne dernier, tout à fait par hasard, nous avons été approchés par Arnold Munich qui nous a proposé de participer à l'étude Artemis. En avez-vous entendu parler? Avez-vous un avis là-dessus? Oui, nous avons été approchés à l'association. Maintenant, je ne sais pas si Myriam ont quelque chose à dire. On ne sait rien. Mais pour l'instant, avec le Covid, etc., ça n'a pas beaucoup progressé et ils espèrent que ça va progresser. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Est-ce que... On va peut-être s'arrêter là. Là, c'est... Oui, on va se Parce poser que moi, là. s'il faut que je reparle du Il y a un CRMR, timing, il faudrait que je rentre. Oui, là, il y a quelqu'un. D'accord. Bon.
C'est une question un peu plus économique. Comme on parle de mise sur le marché, comment se passe la prise en charge en France, en Europe et dans d'autres pays dans le monde, vous savez? Donc, on sait que maintenant, avec la FDA aux États-Unis, ça va passer par un programme avec 3 intervenants. L'assurance, puisqu'aux États-Unis, ils n'ont pas de mutuelle ou d'assurance sécurité sociale comme ici. Et c'est les assurances qui vont prendre en charge. Et Reata a fait son calcul pour les 2% de patients ataxiques de freinage aux États-Unis qui n'ont pas d'assurance. Ils vont instaurer un programme d'aide pour délivrer le médicament. En Europe, quand l'Agence européenne EMA va émettre un avis de recommandation de mise sur le marché, ils vont dire OK, on l'espère. Ils ne parlent pas d'économie. Après, c'est Reata avec chaque pays qui va discuter les contrats et le prix. Et ça dépendra de chaque pays européen et des négociations avec Reata pour la prise en charge. Maintenant, de plus en plus, avec les maladies rares, il y a des facilités. Une fois c'est approuvé, en général, si on a cette maladie rare qui n'a pas d'autre traitement, logiquement, on aura accès et ça sera, on l'espère, gratuit pour les patients. Mais encore, c'est pays par pays en Europe. Et la France est un mauvais élève apparemment avec les industries et les contrats de financement. Mais voilà, ça va prendre son cours. Ouais. Voilà. C'est là qu'il faut porter votre voix. Il faut faire du lobbying avec Aurore 10. Là, le lobbying de l'association fait vraiment sens parce que nous, on n'a pratiquement plus la voix au chapitre, nous. Oui, la FAF a été contactée par Aurore 10. J'ai été interrogée pendant 1 heure. Aurore 10, donc les maladies rares en Europe, parce que ce sont eux qui portent aussi le dossier au niveau de l'Europe. Parce qu'ils savent que ça va venir. Ça va venir, ils sont confiants. Oui, juste par rapport à l'idée Bénon, il faut pas forcer. Est-ce qu'il est utile d'arrêter tout de suite un accès compassionnel si tout le monde n'a pas accès à l'OMAV? C'est pas à nous de décider, malheureusement. Oui, okay, enfin, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Ouais. Parce que si tous les patients ne peuvent pas en prendre ou si certains ont des effets secondaires qui fait qu'il faut les arrêter, il faut peut-être... Oui, mais je vous rappelle, OMAV a montré un effet. Idée Bénon, non. Je reste juste là-dessus.